sur la demande de certains d'entre vous, ça arrive chez moi, je ne sais même pas qui, peu importe, un sujet que j'aborde pour la première fois en français. J'ai touché évidemment durant ma carrière abordé ce sujet, mais toujours en hébreu, jamais en français. C'est un sujet qui ne tend pas cette fois-ci sur quelque chose d'intellectuel, ni historique, ni philosophique, mais sur quelque chose qui touche le comportement du juif. D'accord? Vous avez le titre là en face de vous sur la notion de tsnirut, un terme intraduisible en hébreu, en français. Vous m'excuserez aussi sur quelquefois je réussirai pas à choisir les termes adéquats parce que étant donné que j'ai jamais enseigné ça en français, vous allez comprendre aussi dans un moment pourquoi. Et j'ai pas toujours recherché les mots adéquats, alors il est possible que je choisisse pas toujours le terme le plus adéquat possible, mais enfin j'espère que ça sera pas trop le cas. La notion de tsnirut est une notion qui est intraduisible en français pour la raison suivante. Dites-moi, où c'est que ça existe la tsnirut? Vous savez qu'est-ce que c'est la traduction étymologique du terme tsnirut? On peut traduire en français pudeur, mais c'est mamash inadéquat. Vous allez comprendre dans un moment pourquoi. Est-ce que le monde moderne connaît cette notion maintenant? C'est une notion qui a un impact pour lui. Ça ne veut rien dire pour le monde moderne. Non, vous êtes d'accord ou pas? La notion de... Je ne parle pas pour un juif, pour quelqu'un de religieux ou j'en sais rien. Je ne parle pas de ça, je parle au niveau de la culture générale. La notion de pudeur, c'est vraiment ce qui n'existe pas. Si je me trompe, voulez-vous bien me donner un exemple? Oui. Chez les orientaux, ils connaissent que ça, non? D'abord, la culture moderne n'est pas une culture orientale, elle est une culture occidentale, d'abord. Ensuite, chez les orientaux, la pudeur, elle est problématique pour un autre problème, on va en parler dans un moment. Mais laissons ça. Maintenant, nous vivons dans un monde occidental, pas dans une culture, même en Chine, ce qu'on te donne à boire, c'est pas du jus de sauterelle ni de cafard, c'est du Coca-Cola. D'accord? C'est arrivé là-bas, tu rentres dans un canyon à Beijing. D'accord, on est donc dans un monde occidental à peu près partout, avec des nuances, quelles que soient. Par contre, la notion de tsnirut est une notion fondamentale dans la conception juive. Mais de quoi on parle quand on parle de tsnirut? Quand on traduit en français la notion de pudeur, on a tout de suite tendance à penser qu'il s'agit uniquement d'une affaire d'habillement. D'accord? On va voir que dans la conception juive, c'est quelque chose de bien plus large que ça touche à des tas de domaines. C'est ça? Alors regardez un petit peu, je vous ai amené quelques exemples de domaines dans lesquels la Torah nous parle de notion de tsnirut. C'est ça? Ensuite, vous n'ayez aucun problème à m'interrompre, poser des questions au milieu, d'accord? Achav. Et regardez dans le texte que vous avez... Tout le monde parle hébreu ici, il n'y a pas de problème en hébreu? S'il y a un problème, vous m'arrêtez, n'hésitez pas à m'interrompre. D'accord? Je sais qu'il y a des gens qui sont plus anciens que d'autres, c'est plus simple. Regardez, il y a un traité de Chagav, un premier point important. Masechet Derech Eretz, il y a un traité de nos Chachamim qui concerne le Derech Eretz. Derech Eretz, la politesse. Donnez-moi l'exemple d'une religion qui englobe la politesse comme partie intégrale de sa religion même. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans le peuple juif. Il n'y a personne qui connaît aucune religion pour qui l'affaire de Derech Eretz est partie intégrale de la conception religieuse. Quel Roland? Le blasphème, c'est pas... Pardon? Le blasphème, dans la chrétienté, c'est pas... Le blasphème, c'est un mot. C'est quelque chose qui concerne un rapport avec Dieu. Si tu prends le terme blasphème au sens étymologique du terme, c'est quelque chose qui concerne les rapports avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est religieux, mais une notion de derech eretz, de politesse. Donne un exemple. Là, la Chad dit que quand on est en public, tout un public est debout, il y en a un qui s'assoit. D'après la Chad, c'est interdit. Tout le monde est assis, il y en a un qui se lève. Il n'a pas le droit. C'est une interdiction de la halakha.
Bon, que les juifs ne respectent pas ça et les religieux encore moins, ça, c'est un autre problème. Mais je parle de l'halakha maintenant. Maintenant, dans une synagogue, vous voyez tout ce qui est de plus absurde. Il y en a un qui est debout, un autre qui est assis, un troisième en diagonale. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le judaïsme. On est ensemble, tout le monde se comporte ensemble, au moins dans certaines circonstances. Okay? Mais il y a chez nous donc une notion de derech eretz qui fait partie intégrale de notre comportement exigé sur le plan religieux. Et regardez qu'est-ce qu'il y a écrit. Halakha Gimel, be'arba'at dvarim talmid chacham nikra. Un talmid chacham se distingue par 4 choses. Bekiso, bekoso, bekaso, be'atifato. Kiso, c'est son porte-monnaie. Je vous expliquerai après qu'est-ce que ça veut dire. Koso, son verre. Kaso, sa colère. Atifato, son habillement. Veye shomlim af bediburo. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord bekiso? S'il est radin ou pas. Un talmid chacham peut être radin. Il peut être radin, mais alors il n'est plus talmid chacham, qu'il choisisse. D'accord? Bekoso, son verre. Si ça lui arrive de passer un petit peu la mesure, de se saouler, c'est pas un talmid chacham. Il ne peut pas. Bekaso, s'il a des colères qui sont irrépressibles, il n'arrive pas à se dominer. Il n'est pas talmid chacham. Achav, Batifato, son habillement. D'accord? Ça vous semblerait normal qu'un rabbin se présente avec un jeans comme ça, avec des morceaux de... Comment on appelle ça en français? Tleim. Rapiécé. On ne peut pas se permettre une chose pareille. Alors, par 4 choses, donc se distingue un talmid chacham sur ces 4 plans. Et la halakha, je vais t'écouter. La halakha rajoute une cinquième. Qu'est-ce que c'est la cinquième? Sa façon de parler. Bon, ça c'est plus difficile à cerner, parce que qu'est-ce que ça veut dire sa façon de parler? Il y a des gens qui, dès qu'ils entendent un talmid chacham parler durement, alors pour eux, c'est pas ça. Ou bien s'ils l'entendent se mettre en colère dans des circonstances qui leur semblent inadéquates, alors ici, c'est pas ça. Bon, ça c'est plus compliqué à cerner. D'accord? Laissons ça de côté. Qu'est-ce que vous voulez demander? Je voulais demander à propos de l'habillement. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre l'habillement du maître et de l'élève? Le maître qui est chacham, évidemment, mais le talmid chacham qui est aussi est-ce qu'il a le même devoir? Il y avait toujours, dans la quasi-totalité de notre histoire, il y avait toujours une certaine façon des talmidei chachamim de s'habiller, de ne pas s'habiller n'importe comment. D'accord? Et il y a cet habillement, il n'y a jamais rien eu qui a été fixé, c'est comme ça qu'il faut s'habiller ou pas s'habiller, mais il y avait quelque chose qui marquait, ça c'est un habillement de talmid chacham. Ça épouse diverses formes. Il n'y a qu'à voir par exemple le juif qui vient, le talmid chacham, talmid chacham qui vient d'Europe orientale, il est avec ce vêtement noir, c'est comme ça qu'il venait en tous les cas en exil, en diaspora. D'accord? Si tu prends quelqu'un qui vient d'Afrique du Nord, là, il y a 2 ou 3 générations, il avait aussi sa djellaba et son sachichi en particulier. Dans toutes les communautés, il y avait quelque chose qui était... tu vois bien l'habillement du Rishon LeZion qui porte quelque chose de particulier. C'était l'habillement du talmid chacham qui était le grand rabbin turki. Et c'est arrivé à cause de la domination turque sur Israël, c'est arrivé jusqu'au grand rabbin d'Israël. D'accord? Il y a des habillements. Maintenant, est-ce qu'un élève, il doit être exactement comme le maître? Je ne pense pas même qu'il y avait une tendance à marquer... à essayer de ressembler au maître dans tous les domaines. Il y avait toujours une différence, mais ce n'est pas une différence que quelqu'un a imposée. Toi, tu dois être comme ça. Ça n'existe pas dans le judaïsme. Vous pouvez en entendre parler maintenant, mais excusez-moi, peut-être je vais vous décevoir, mais trop de choses que vous avez entendues ou que vous entendez à notre époque concernant le judaïsme n'ont rien à voir avec la Torah. Malheureusement, trop de choses. Alors maintenant on vous dit ça doit être comme ça. Je donne un exemple pour que ça ne reste pas comme ça. Vous voyez maintenant dans le monde Haredi, il ne s'agit pas maintenant de tomber à bras raccourcis sur le monde Haredi. Je veux signaler un point. On fait mettre à des enfants en bas âge un chapeau. Et un borsalino, le gosse à 7 ans, il met déjà un borsalino.
excusez-moi en tant que rabbin, c'est de la démence. Il n'y a pas d'autre mot. Ça n'a rien à voir et ça n'a jamais existé. Ça n'a pas plus que 30 ans ou 35 ans d'ancienneté. Dans aucune communauté, même dans les communautés dont viennent leurs parents. D'accord? C'est pour vous donner un exemple que ce ne soit pas comme ça. Jamais ça existait. Je peux vous montrer par exemple des photos de yeshivot d'Israël et des yeshivot charédiot il y a 50, 60 ans. Il n'y a rien de tout ça. Ça n'a rien à voir. Faire mettre un enfant comme ça, déjà, et puis il veut courir un petit peu, il doit s'attraper le chapeau. Non, ça va, tu n'as pas 75 ans. Non, qu'est-ce que tu voulais, Roland? Ah, c'est toi qui voulais poser une question. Là, il y a juste écrit que c'est les Talmid Chacham qui doivent avoir des références, c'est pas tous les juifs. Excuse-moi, élève un peu plus ta voix parce que j'ai pas bien Il y a entendu. écrit ici que c'est que les Talmid Chacham qui doivent avoir un comportement de référence. C'est pas écrit que c'était tous les juifs qui doivent avoir un comportement de référence. Tous les juifs. Avec les Talmid Chacham. Non, c'est ça, parce que je rapporte juste une petite citation. Mais Masechet Derech Eretz nous concerne à tous. Je t'ai donné tout à l'heure un exemple. J'ai donné un exemple tout à l'heure. On ne se met pas debout quand tout le monde est assis ou vice-versa. D'accord? Une petite anecdote à ce sujet. Dans le même traité, le Talmud dit tout le monde t'habille en noir, va pas t'habiller en blanc. Tout le monde t'habille en blanc, ne t'habille pas en noir. Alors il faut que je vous raconte une anecdote. Il y a de ça une quinzaine d'années. J'étais avec mon père en plein mois d'été. Il y avait une véritable canicule ici, c'était à Jérusalem. Et puis il arrive l'heure de Mincha. Je lui dis, papa, viens, on va faire Mincha. Et la synagogue d'à côté, c'était une synagogue chassidite où il y a tout un roulement des tas de minanim qui se font l'un après l'autre, à tel point que quelquefois il y a des minanim qui prient dans la rue dehors. D'accord? On est allé comme ça, prier Mincha, et puis, je ne sais pas comment, mais c'est arrivé que ce jour-là, tous les gens qui étaient là-bas étaient habillés en noir. Et moi, j'étais avec un costume bleu ciel clair, et mon père un costume blanc. Alors vous voyez un peu le topo, il y a 200 personnes habillées en noir, et un en blanc et un en bleu ciel clair. Top. On n'a même pas fait attention à ça. On a fait notre prière. Quand on a fini la prière, il y a un jeune avrech qui nous suit et qui s'adresse à mon père et lui dit, excusez-moi, monsieur le rabbin, pourquoi vous êtes habillé en blanc? Il y a écrit dans ma Masechet Derech Eretz qu'il ne faut pas être habillé en blanc quand tout le monde est en noir, ou vice-versa. Alors mon père lui dit, d'accord, d'abord, je n'ai pas prévu ça, je ne savais pas. Deuxième point, dis-moi pourquoi les autres sont habillés en noir. Tu me demandes pourquoi je suis habillé en blanc, explique-moi pourquoi les autres sont en noir. Alors l'autre lui a répondu, écoutez, parce qu'ils sont en deuil, parce qu'on est en exil. C'est à Jérusalem, ils sont en exil. Alors mon père lui a dit, eh bien, écoutez, moi je suis en délivrance. D'accord? Et à ce moment-là, il est un peu piqué, parce qu'il a entendu son accent. Et il lui dit, dis-moi, tu es né au Maroc, non? Et il lui dit, oui, je suis né au Maroc. Alors qu'est-ce que c'est cet accoutrement-là? Ah, il a dit, c'est pour la milga, pour la bourse. Mais ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde, mais il y a certains points qui concernent plus le Talmid Chacham. D'accord? Alors maintenant, arrivons à notre sujet. L'Halakha d'après vient, il dit la chose suivante. Hadar Torah. Ce qui fait honneur à la Torah, c'est la Chokhmah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait honneur, si on voit quelqu'un qui a étudié la Torah qui est Chacham, alors ça fait honneur à la Torah. Hadar Chokhmah Ranava. Ce qui fait honneur à la Chokhmah, c'est la modestie. Quand quelqu'un est Chacham et en même temps modeste, alors là, ça fait honneur à sa sagesse. Hadar Ranava Yir'a. Ce qui fait honneur à la modestie, c'est la crainte de Dieu. Et Hadar Yir'a Mitzvah, et ce qui fait honneur à la crainte de Dieu, c'est le fait que quelqu'un respecte les mitzvahs. Il faudrait s'attarder quelques heures là-dessus, mais ce n'est pas notre sujet, alors je lis simplement passant pour arriver. Et Hadar Mitzvah, qu'est-ce qui fait honneur à la mitzvah? La Tznirout. Qu'est-ce que c'est la Tznirout? Vous voyez le terme Tznirout qui apparaît ici dans un tout autre sens que ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est ici, comment traduire ça? Le terme Tznirout ici, être très réservé en ce qui concerne ce que nous avons fait de positif. Modestie. C'est-à-dire, pardon? Modestie. J'ai pas entendu le mot. La modestie.
c'est quelque chose de très proche du terme modestie, mais le terme modestie se rattache à Ranava, alors il y a un peu un problème à traduire ça ici. J'ai préféré le terme réservé, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez comprendre, ce bâtiment ici, dans lequel vous êtes, comme la synagogue, ont été construits par un juif milliardaire qui a commencé à zéro. Il a fui l'Allemagne dans les années 30, est arrivé en Israël avec sa famille, il n'y avait pas de quoi manger, il est allé chercher du travail à New York, et Akash Baruch Hu lui a permis de réussir dans la vie. Et il a passé toute sa vie à faire tzedaka wa chesed. Comment est né ce bâtiment? Il y a certains qui l'ont entendu déjà de ma part. Un jour, il me convoque à l'inauguration, il me fait inviter, à l'inauguration d'un bâtiment qu'il avait fait cadeau à Bar-Ilan. Et il m'appelle pour venir le voir dans le bureau du président de l'université. Et il me dit, dites-moi, monsieur le rabbin, vous n'avez pas besoin au Technion d'une cuisine? Les étudiants ici, qui étaient Rolim Khadashi, n'avaient pas où passer le Shabbat. Ils faisaient la cuisine dans le petit trou là-bas, tout au fond, qui était avant par le passé le Miklat. Il m'a dit, vous n'avez pas besoin d'une cuisine? Ça m'a mis 2 ou 3 secondes à comprendre ce qu'il voulait dire, parce que je ne m'attendais pas, je ne lui ai jamais rien demandé. Alors vous êtes dans la cuisine. C'est la cuisine. D'accord? À tel point que quand je suis venu au Technion, j'ai dit à la direction du Technion, écoutez, il veut nous donner une cuisine, mais je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, une cuisine. Alors le PDG du Technion m'a dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui présenter un programme modulaire, on va lui dire première partie, deuxième partie, troisième partie, est-ce que vous voulez? Il a écouté jusqu'à la partie 4 et 5, il a dit alors les 5. D'accord? Et quand je lui ai dit un jour merci, vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il a dit non, monsieur le rabbin, c'est pas à vous à me dire merci, c'est à moi à vous dire merci que vous m'avez permis de faire une mitzvah. Quand un jour, et c'était le jour où moi je me suis proposé de venir le voir, il m'a dit vous allez venir me voir, mais c'est pas à vous à vous déranger, c'est à moi de me déranger venir vous voir. Tu as compris pourquoi j'ai parlé de réservé? Et c'est pas juste vis-à-vis de moi, c'est vis-à-vis de tas de choses qui se comportaient. Tous les lundis, consacrer sa journée entière à recevoir tous les gens qui avaient besoin d'aide, que ce soit pour la Torah, que ce soit pour Tzedaka, que ce soit pour les pauvres ou pour autres, à 50th Avenue, à New York. Journée intégrale consacrée à ça. Et il a refusé systématiquement que son nom soit marqué quelque part. Ses enfants continuent après lui. Et un jour, j'ai envoyé des livres par respect pour ces personnes-là. Je leur ai envoyé des livres cadeaux. Et ils me les ont renvoyés. En me disant, on ne veut pas de livres parce qu'on ne veut pas un remerciement. Alors, vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire Hadam mitzvah tznirout, c'est ça que le Chachamim appelle tznirout. Et il y a une autre forme de tznirout concernant la mitzvah qui est la suivante. Quelqu'un, il donne tzedaka sans que personne ne le sache. Il ne sait pas qui. La personne qui reçoit ne sait rien de tout cela. Faire une tova à quelqu'un d'autre sans lui dire un mot, c'est aussi tznirout. Alors vous voyez que le terme tznirout, déjà, englobe toute autre chose que ce dont on a l'habitude de parler. D'accord? Ça ne vient pas exclure ce que nous connaissons, ça vient se rajouter évidemment. Regardez maintenant une deuxième chose, un deuxième exemple. Là, on va sauter la deuxième référence, on va aller à la troisième. C'est-à-dire, le Talmud parle ici d'une halakha, dans Masechet Souka, comment on construit la souka, etc. Quelle hauteur maximale à la souka, etc.
Et là, Halakha parle d'une femme, Hileni Amalka. J'espère que vous avez compris, Hileni Zélan. C'était la mère du roi de Perse. On est au deuxième siècle de l'ère chrétienne, non, avant même, le deuxième siècle de l'ère chrétienne. Elle avait une telle estime pour le judaïsme qu'elle s'est convertie au judaïsme. Elle est venue construire un palais à côté du Beth Amikdash pour vivre à côté du Beth Amikdash. Et évidemment, pour Sukkot, elle faisait une grande soukha. C'est une reine, bon, elle avait une grande soukha, mais la soukha était compartimentée. Et nous, Chachamim, de discuter pourquoi compartimentée. C'est ce qu'on appelle, regardez dans les termes, celui qui a l'habitude du Talmud, il va voir tout de suite, il a les soukas, souya kitoniot, kitoniot. Ça veut dire des petites pièces. C'est? Et regardez à la suite, le Talmud dit la chose suivante. Ken? Et regardez, le Talmud de dire pourquoi elle faisait des petites pièces, et de réponse de Talmud à l'avant-dernière ligne, Mishum tsniuta, par tsniut. Attendez, quel tsniut? Qui habitait dans cette soukha? Elle et ses enfants. Alors tsniut par rapport à qui? Eh bien par rapport à ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une notion de tsniut, maintenant on revient à la notion classique de tsniut, mais il y a une notion de tsniut, même par rapport à ses propres enfants, d'une mère par rapport à ses propres enfants. Est-ce que j'ai besoin de vous dire clairement, vous m'excusez si quelquefois je dirais des choses comme ça de façon un peu crue, mais c'est parce que nous vivons à une époque où quelquefois on n'a pas le choix. Je sais personnellement qu'il y a certaines personnes qui n'ont aucun problème à se promener déshabillés devant leurs enfants. Mais ça, c'est quelque chose qui est contraire à tout le judaïsme. Jamais dans le monde juif on a fait une chose pareille. C'est de ça que parle le Talmud dans la Masechet. Même devant ses propres enfants. Il ne s'agit pas d'une mère vis-à-vis d'un enfant qu'elle allait, c'est pas de ça qu'on parle. Évidemment. D'accord? J'entends parler de parents qui prennent leur douche avec leurs enfants. Ça va pas, non? Ils ont perdu la boussole complètement. Il faudra que je vous explique pourquoi. Papa, je parle du principe, maintenant on va comprendre pourquoi. Je vous poserai aussi un peu de questions, vous allez m'aider à répondre à la question. Ça va être difficile, mais enfin vous allez m'aider. Ça c'est le deuxième exemple. Mais maintenant une troisième catégorie de tsnirut. Regardez ce que dit le Talmud. Je vais vous dire Béalpé, ceux qui savent lire le Talmud, ils n'ont qu'à le lire dans le texte. Le Talmud raconte comment on a reconstruit le temple après le premier exil. Les Juifs savaient où est l'emplacement du temple, ils l'ont reconstruit exactement au même emplacement. Bon, il y a un problème, l'endroit est un endroit sacré. Pas n'importe qui a le droit de rentrer là-bas. Même plus que ça, c'est une occasion peut-être pour vous dire maintenant, vous avez peut-être entendu parler du tapage qu'il y a eu il y a quelques semaines, est-ce qu'on a le droit de monter sur un rabaït ou pas monter sur un rabaït? Il y a tout un domaine sur un rabaït, où celui qui monte là-bas, il est passible de karet. Une des choses les plus graves d'après la halakha. D'accord? C'est pas une très grande surface, mais c'est quand même la surface de l'essentiel du Beth Amikdash. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas pur et qui n'est pas Kohen, comment il peut rentrer là-bas? Il n'y a pas le droit, il y a des endroits interdits. Comment on reconstruit tout ça? Alors le Talmud dit qu'il reconstruisait de l'extérieur. Et il mettait même des méchitzot, des espèces de, disons, de paravents, si on peut traduire ça comme ça. Le Talmud de poser la question, pourquoi mettre un paravent? Par rapport à quoi? Réponse du Talmud, pour tsnirut. Qu'est-ce que ça veut dire cette tsnirut en question? Il y a quelqu'un qui a une idée? Il est le matin en main. Qu'est-ce que c'est tsnirut? Qu'est-ce que ça peut être la tsnirut en question? Des femmes qui travaillaient peut-être? Non. Mamash, là. Ken? Bien sûr. De regarder cet endroit qui est sacré comme si c'est n'importe quel autre endroit, c'est un manque de tsnirut dans la conception juive. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est quelque chose qui va nous aider à comprendre la notion de tsnirut dans le peuple juif. Qu'est-ce que c'est tsnirut?
On ne veut pas porter un regard sur quelque chose sur lequel on ne doit pas porter un regard. Pour raison X, Y ou Z, ça c'est un autre problème. Regarder le sacré comme si c'était quelque chose de profane, c'est une atteinte à la tsnirut dans la conception juive. Où c'est qu'on voit cette phénoménologie pour la première fois? Dans la Bible. Pardon? Non. Moïse. Moïse sur le buisson ardent. Quand il se rapproche, Akash Baruch lui dit arrête-toi. L'endroit où tu te promènes, c'est un endroit sacré. Jusque-là, Akash Baruch parle. Et qu'est-ce que fait Moïse? Quelle est la réaction immédiate de Moïse? De cacher sa face. Parce qu'à partir du moment où il a compris, c'est sacré. Il ne veut plus porter un regard. Et maintenant, je vous pose la question, pourquoi pas reporter un regard sur le sacré? Peut-être ça va nous transporter. Pourquoi ne pas porter un regard? Au contraire, c'est devrait quelque chose nous surélever, spirituellement. Quelle est la problématique? Quelle? Parce que porter le regard sur quelque chose, c'est croire qu'on peut le saisir. Oui, c'est croire que c'est quelque chose qui est à un autre niveau. Quand on refuse de porter un regard sur Akash Baruch Hu, c'est comprendre qu'Akash Baruch Hu est bien au-dessus de nous et que notre regard ne peut pas embrasser ça. C'est trop élevé par rapport à nous pour que nous puissions regarder ça comme si c'était n'importe quoi. Alors on ne peut pas porter un regard comme ça. Moshe Rabbeinu le comprend, il se voile la face. D'accord? Ok? C'est-à-dire que pour ceux aujourd'hui qui montent sur le Rabaït, ils n'auraient pas le droit de regarder. Comment? Ceux qui montent au Rabaït, ils ne doivent pas regarder alors? Aujourd'hui. Ne rajoute pas des problèmes. Ils ont reçu des coups de la police israélienne pour être montrés là-bas. Alors il est encore ébouillanté. Il n'est pas magique. Non, il faut parler de ça, on va discuter, c'est un sujet à part, ça va compliquer, laissons ça de côté. Mais vous voyez maintenant une notion de tsnirut qui relève d'autre chose. Et maintenant, j'arrive à la notion de tsnirut regila. Dites-moi, pourquoi on s'habille? Je vais vous raconter une petite histoire. Dans cette même salle, il y a quelques années, c'était en été, au semestre Aviv, Rodash Aviv, j'ai fait un cours de pensée juive. Il y a une étudiante qui s'est trompée entre le Technion et la plage. Il y en a beaucoup. Et j'ai parlé de la notion de Tsnirut. Alors elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a de mal? Je suis habillé comme ça, qu'est-ce qu'il y a? Je me sens bien comme ça, et c'est naturel quand il fait chaud de ne pas trop s'habiller, parce que c'est jeune, et c'est chaud et ça pèse. Et elle me dit, c'est tout à fait naturel qu'une personne réagisse comme ça quand il fait chaud de ne pas trop s'habiller. Dites-moi, il y a quelque chose de plus naturel, excusez-moi vous également pour la citation, elle n'est pas délicate, mais je n'ai pas le choix. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus naturel que de faire ses besoins? Je dis non. Alors pourquoi vous ne les faites pas en public? Qu'est-ce que c'est cette mentalité? C'est une logique qui ne repose sur rien du tout. Dire parce que c'est naturel, c'est bécède. C'est pas vrai. Il y a des tas de choses naturelles qui ne sont pas... Qu'est-ce que ça veut dire pas bécède? Qui ne peuvent pas être réalisées telles quelles, même si elles sont naturelles. Et je n'ai pas besoin de rajouter d'exemples, ça suffit, hein, et ça recouvre des tas de phénoménologie. D'accord? Dites-moi, sur le plan anthropologique, à partir de quel moment on considère le personnage comme commençant à être cultivé? Vous le savez ou non? Ben, quand il s'habille. C'est quand l'être humain commence à s'habiller, c'est le premier acte culturel, c'est comme ça que c'est considéré chez les ethnologues, anthropologues. D'accord? Donc c'est aller à l'encontre d'une certaine nature. L'être humain n'est pas habillé. Il n'est pas habillé. On l'habille, il s'habille. Ok, tu voulais poser une question? Oui, j'avais entendu quand le premier pas vers l'intelligence anthropologique, c'était justement de prendre un outil. Point. De prendre un outil, de soulever un
un outil, un bâton. On peut dire un outil, il y a d'autres qui ont dit la cuisson, il y a plusieurs choses. Un des aspects, en tous les cas, est celui-là. Peu importe maintenant si c'est le premier, le deuxième ou le troisième, en tous les cas, c'est les premiers pas de la culture. D'accord, il y a des gens qui disent de prendre un outil, d'autres de cuire quelque chose, de ne pas le manger tel quel. Et ce que je vous ai donné, c'est un troisième aspect. Entre nous soit dit, ils ont tous un dénominateur commun. On n'accepte pas la nature telle qu'elle. C'est le même principe. Autrement dit, la culture démarre à partir du moment où l'être humain considère que la nature doit être transformée et pas acceptée telle qu'elle. D'accord? Maintenant, une petite seconde, j'écouterai, je voudrais qu'on puisse avancer là-dessus. Pourquoi il y a certaines choses, comme ce que j'ai dit par exemple maintenant, que nous n'allons jamais faire, un personnage normal ne ferait pas en public? Pourquoi? Pourquoi quelqu'un ne ferait pas un shalom ses besoins en public? Pourquoi? C'est tout à fait naturel, mais il a des problèmes, il doit se dégager. Pourquoi ne pas le faire en public? Toute personne parmi nous, tant soit peu pensant, va vous répondre que tout simplement on se sent avili, abaissé. Nous perdons ici un certain kavod. Qu'est-ce que vous voulez dire? Si une chose elle est belle en elle-même, comme une femme par exemple, pourquoi on n'aurait pas le droit de la montrer? Parce que j'y arrive tout doucement. Parce que quand on parle de Tnirut et quand on parle aux hommes d'une femme, alors ça arrive toujours où ça ne doit pas arriver. Parce que encore quand on fait nos besoins, c'est quelque chose d'honteux, c'est quelque chose... Attends, tout doucement. Je ne veux pas justement que vous abordiez ça comme n'importe quel peuple. Je veux comme des juifs. On parle ici Torah. Dites-moi naturellement, je pose une question ici provocatrice. Qui c'est qui a tendance à être plus de sa noix, un homme ou une femme? Ça dépend des... Je pose la question aux hommes, laissez les femmes. Pardon? Une femme ou non? Vous êtes d'accord? Maintenant, je vous pose la question, pourquoi? D'où ça vient? C'était quoi la réponse? Que c'est une femme qui est plus pudique qu'un homme. Je parle d'une femme normale, excusez-moi. C'est plus naturel chez elle. D'accord? Mais tu sais qu'est-ce que ça veut dire ça, déjà? Ça veut dire que déjà, dans la société humaine, il y a un déséquilibre. Il y a la moitié de l'humanité qui est plus pudique que l'autre, a priori. Parlons au moins la moitié du peuple, parce que je ne sais pas maintenant s'il reste beaucoup de pudeur quelque part. Mais enfin, parlons du peuple juif. Il y a la moitié du peuple juif qui est plus pudique que l'autre. Pourquoi? D'où ça vient une chose pareille? Maintenant, pour essayer de progresser dans le sens d'une réponse au moins partielle, ce soir, vous poserez une deuxième question. Qui c'est qui présente plus d'esthétique, un homme ou une femme? Pas besoin de vous répondre, tout le monde connaît la réponse. D'accord? L'esthétique de la femme est de loin supérieure à celle de l'homme. Regarde, une petite question. Je suppose que chacun d'entre vous ici, garçon ou fille, vous avez vu un jour un paon faire sa roue. Oui? C'est un homme ou c'est une femme? Un homme. Qui c'est qui est plus joli? Le paon femelle ou le paon masculin? Masculin. Vous savez où je vous mène? Il n'y a que chez les animaux que l'homme est plus beau. Il y a pourtant certaines figures en Afrique qui l'inversent. Commence pas. Je peux éviter la question. Je peux te répondre avec humour. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois choisir. D'accord? Parce
que là-bas, c'est très difficile de faire la différence entre ceux qui marchent par terre et ceux qui sont sur les arbres. Allez, revenons à notre sujet. Là, on va pas se... Nous parlons maintenant de tout ce qui est dit ici et dans l'ensemble. D'accord? Il y a tout ce qu'on veut. On pourra toujours trouver des exceptions par-ci par-là. C'est pas... Le problème est d'essayer de voir un petit peu les phénoménologies pour les comprendre. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, excusez-moi, je vais toucher peut-être à des problèmes délicats. J'espère que je vais le faire de façon normale, de façon qui convient et qui correspond à la Torah. Qui c'est qui attire plus? C'est une femme qui attire un homme plus ou un homme qui attire une femme plus? Vous savez la réponse, c'est la première option. Chaval. D'accord? Excusez-moi, ici pour les jeunes filles, je vais vous dire quelque chose. Il faut que je vous raconte quelque chose pour que vous ne tombiez pas dans le panneau de ces Gaulois-là. Pendant plus de 30 ans, j'ai posé la question dans cette même salle à des étudiants et étudiantes du Technion. Est-ce qu'il est possible qu'une amitié se noue entre un homme et une femme sans qu'il y ait sentiment? Alors je veux vous donner la réponse que j'ai reçue pendant des dizaines d'années. Michael était peut-être une fois un de ces cas, j'en sais rien. Vous savez la réponse? Je n'ai pas parlé de lui personnellement, j'ai dit qu'il était au courant. Archav. Vous savez qu'est-ce qui était surprenant, et ça je tiens à le raconter toujours. La quasi-totalité des étudiantes m'ont répondu oui, et la quasi-totalité des garçons, ils ont éclaté de rire. Il n'y a que les jeunes pimbèches qui croient ça possible. Aucune possibilité d'un rapport entre un homme et une femme sans qu'il soit toujours avec un risque de tourner au sentiment. C'est pour ça que, bon, et d'où ça vient? Que je crois fait comme ça le monde. Maintenant, il ne s'agit pas d'essayer de refaire le monde sous une autre forme, et c'est comme ça qu'il est fait, et il a même ses raisons d'être comme ça. C'est un sujet à aborder en soi. Maintenant, regardez, pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait que, de nature, une femme est plus pudique qu'un homme? Parce que Akadosh Baruch Hu a fait justement qu'elle attire plus. Donc, il y a déjà une espèce de protection que Akadosh Baruch Hu a fait chez elle. Ce n'est pas une protection d'elle, c'est une protection de la société elle-même. Elle fait attention à elle-même plus que l'autre. D'accord? Maintenant, ce que tu as dit tout à l'heure, tu sais que c'est la mantra des gens qui s'occupent ou d'architecture, ou de Oumanout, comment on dit Oumanout? Des arts. Tu sais que par le passé, il y avait deux villes qui étaient bien connues, Sodome et Gomorrhe. D'accord? Mais ils ont laissé des, comment on appelle ça, des grurot. Des métastases, je cherchais le terme. À Paris, il y en a une. Tu sais où c'est? Les Beaux-Arts. Et pas seulement à Paris, à Londres, à New York. Tous les gens qui s'occupent d'art, ils te disent, une femme, il n'y a rien de plus beau, alors pourquoi pas la voir? Mais c'est contraire à la conception juive. Pourquoi? Parce que chez nous, l'esthétique, non pas que l'esthétique n'a pas d'importance, elle a une importance fondamentale. Mais il faut qu'elle soit orientée dans un sens moral. Je vais vous raconter une histoire qui, c'est pas une histoire, un événement qui m'est arrivé. Il y a très très longtemps, c'est plus de 40 ans presque, ou presque 40 ans, j'avais une coccinelle comme voiture. Je sors du Technion, j'habitais sur le Carmel. J'arrive là-bas à côté, vous savez où il y a un petit pont là en direction du Palais des Sports. Et il y a une station d'autobus sur la droite. Je vois là-bas une jeune fille
qui essaye de faire du stop. Et je vois qu'il y a son copain qui est assis. Alors, j'étais en train de réfléchir. D'un côté, je veux les aider. D'un autre côté, j'étais furax qu'ils essayent de faire ce coup-là. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là? Je m'arrête pas. Après, j'ai dit, ça va, je vais m'arrêter et puis je vais la prendre en stop. Et je vais lui dire un mot. Il monte et elle s'arrête. Je lui dis, où c'est que tu dois aller? Il dit, au Carmel. Je lui dis, va qu'à Charente. Il me dit, il peut monter lui aussi. J'avais compris, astuce. Je lui ai dit, bien sûr, il peut monter. Une fois qu'ils sont en route et ils ne peuvent pas sauter de la voiture à 80 à l'heure, je lui ai posé la question suivante. Je lui ai dit, dis-moi, comment ça se fait que c'est toi qui fais du stop et pas ton copain? Alors elle me dit, quel est le problème? Quelle est la problématique? Je lui dis, mais pourquoi c'est toi qui dois servir d'appât? Il me dit, et puis quoi de mal à ça? Qui profite de moi? Ça a été la réponse. D'accord? Bon, je lui ai répondu une phrase pas très cinglante, dans un style un peu moins cinglant que ce que je vais lui dire. Je lui ai dit, je ne savais pas que vous étiez une petite fille de vertu comme ça. Attraper une femme et faire un objet de, comment dire ça, qui va nous servir pour retirer un bénéfice, c'est scandaleux. Prendre une femme et la regarder son esthétique pour nous faire à nous nachatrouar. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un objet ou c'est une personnalité qui représente des valeurs? Une femme n'est pas un objet de désir. Elle ne doit pas l'être en tous les cas. Comment, comment, faites bien attention parce qu'il y a des gens ici qui ne me connaissent pas, et peut-être même ceux qui me connaissent, on n'a pas jamais abordé ce problème-là. La notion d'amour est une notion essentielle dans la conception juive, mais simplement, quel genre? Quand quelqu'un maintenant parle d'amour, de quoi il parle? Excusez-moi, je vais être direct et peut-être un peu violent. Il parle de physique. Dans la conception juive, on parle de valeur morale. Aimer quelqu'un, c'est pas le prendre, c'est lui donner quelque chose. C'est pas s'en servir, c'est être à son service. T'as vu? Donc je ne peux pas prendre une personne et en faire un objet de plaisir esthétique. C'est un premier aspect, ce n'est pas le seul. Il y a d'autres aspects, mais il faudra qu'on n'en parle pas maintenant. Et combien de temps il nous reste, Michael? Parce que c'est convenu 1 heure, non? Pardon? Et encore 29 minutes. Un quart d'heure, ça va? Archav, je ne vais pas vous retenir trop de temps. Je reviens sur ce problème parce qu'il est fondamental maintenant. Pourquoi? Il y a quelque chose pour lequel l'être humain est capable de faire énormément de choses dans sa vie. Vous savez quoi? Tous les psychologues pourront vous expliquer que la quasi-totalité du comportement de l'être humain dans sa vie est de l'ishmor à la kavod shelo. Comment traduire ça en français? Pardon? Garder son honneur, son ego. Garder son honneur, c'est un terme qui a pas... C'est comme la tsnirout, c'est difficile à traduire. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, cette impossibilité de traduire? Ça veut dire que les valeurs juives ne correspondent pas aux valeurs des goïms, c'est tout. C'est 2 mondes complètement différents. Quand maintenant tu parles d'honneur, c'est honneur par rapport à la société. Et il faudrait traduire respect de sa personnalité. Son ego. Son ego. Pas l'ego parce que ça a une connotation négative. Mais excusez-moi, je vous ai tout à l'heure donné l'exemple de besoin, etc. Vous savez que c'est même dans un des textes que je vous ai ramené ici, que le Talmud, regardez la 5e référence qu'il y a là-bas, il y a marqué Reruvin Kouf. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan est le chef du Sanhedrin, autrement dire de l'instance judiciaire juive la plus importante. Il y a au début du 3e siècle de l'ère chrétienne.
Il nous dit la chose suivante, il malilonit na Torah, si la Torah n'avait pas été donnée au mont Sinaï, ayinu lemedim tsnirut michatul. On aurait appris la tsnirut du chat, vegezel minemala, le vol de la fourmi, ve'arayot miyona, et les incestes de la colombe. Commençons par le dernier exemple parce que c'est le plus simple. Vous savez que nos chachamim disent que le peuple juif est comparé à une Yona. Yonati, Tamati, dans Shir HaShirim, on rapporte à plusieurs reprises ce terme-là. Et nos chachamim disent pourquoi le peuple juif est appelé Yona? Elle ne change jamais de mari. Une Yona n'abandonne pas son mari jamais. C'est une façon de dire le peuple juif n'abandonne pas Dieu jamais. Évidemment, pas d'inceste. D'accord? Maintenant, le premier exemple. Qu'est-ce que c'est la tsnirut du chat? Quand il fait ses besoins, il couvre. Il couvre avec la terre. Le respect de son identité, si on peut parler pour un animal de notion d'identité. Enfin, c'est dans ce sens-là. Et le vol de l'animala passe son temps à travailler. Elle ne prend pas l'effort d'autrui. Mais vous savez qu'est-ce que ça veut dire, cette déclaration du Talmud? Ça veut dire que les valeurs, ou en tous les cas une partie des valeurs essentielles de l'être humain, elles sont naturelles. Elles sont peut-être pas partagées par tout le monde, mais elles existent au naturel. Il y a même certains animaux qui le réalisent elles-mêmes. Pas tous les animaux, c'est clair. Le Talmud dit, je ne sais pas si ça vous est arrivé de voir une vache une fois faire ses besoins, elle est debout, peu importe, quand elle mange, fait ses besoins n'importe quoi, de la même façon, il n'y a aucun changement. Par contre, il y a des animaux qui se baissent pour faire leurs besoins. Et nos chachamim mettent ça en évidence, regardez, même chez l'animal, il y a des phénoménologies qui montrent comment l'être vivant sait respecter sa personnalité, a fortiori l'être humain. D'accord? Il y a des choses donc qui ne peuvent pas être faites n'importe comment, parce qu'à partir du moment où elles sont faites n'importe comment, elles portent atteinte au respect qu'on doit à cette personne. C'est ça? Dites-moi, pourquoi on demande à une femme juive de se couvrir la tête? Cacher ses cheveux. Pardon? Cacher ses cheveux. J'ai pas compris, pourquoi se couvrir les cheveux? Parce que les cheveux, c'est une femme, c'est une beauté, ça représente quelque chose. Demande à n'importe quelle jeune fille, quand tu lui demandes de se couvrir les cheveux, même quand elle doit se marier, c'est un drame. C'est vrai ou pas? Elles n'osent pas répondre, c'est pas grave. Vous voyez qu'est-ce que c'est la tsnirut d'une jeune fille? Elle n'ose pas parler. Non, mais c'est bien. C'est comme ça que ça doit être. Pour une femme, ses cheveux, c'est une partie essentielle de son esthétique. C'est fondamental dans son esthétique. Maintenant, qu'est-ce qu'on lui dit une fois qu'elle se marie? Ben, tu couvres tes cheveux. Alors, quoi, on veut lui casser son esthétique? Non. On lui dit, tu gardes ça pour ta famille. Pas pour la rue. C'est plus un objet d'exposition. C'est pour la famille. Okay. J'ai entendu une fois que même à la maison, il fallait se couvrir. C'est Midat Chassidout. Ma grand-mère, on n'a jamais vu un cheveu. Jamais. C'est Midat Chassidout, c'est pas là. Quelqu'un veut faire plus que mieux, veut faire un idéal. Je ne parle pas maintenant d'un idéal, je parle de ce que la halakha exige. Ça reste pour la famille. Il y a des choses qu'on garde pour soi-même. Maintenant, je vais essayer de faire un pas de plus. Dites-moi, est-ce que l'être humain livre à tout un chacun ses sentiments? Non. Vous êtes d'accord que non? Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il a livré tous ses sentiments, il a perdu toute son identité. Il est livré comme un objet à la disposition de n'importe qui. Et c'est vrai pour le physique de l'être humain également, que ce soit un homme ou une femme. C'est plus sensible pour une femme parce que de nature, elle est plus portée sur la tsnirut qu'un homme, et pour des tas de raisons, mais c'est vrai pour tout le monde.
Ok. Oui, ok. Pour cacher la beauté, pour couvrir la tête. Pourquoi il y a des femmes qui mettent des perruques qui sont leurs cheveux, des perruques aussi belles que... La réponse est très simple. Les femmes qui mettent des perruques comme ça, et quelquefois même extravagantes et hyper sophistiquées, etc., moi, en tant que rabbin, je ne connais pas d'autorisation à ça. Et c'est pas juste moi. On peut prendre des personnes bien plus réputées, comme le Rav Ovadia Yosef, qui s'est toujours opposé à ça, et d'autres personnes. D'accord? Comment c'est né? Si tu veux, si déjà tu soulèves un problème, alors parlons un peu anthropologie. Comment c'est né? Au Moyen-Âge, en Europe, beaucoup de femmes juives se couvraient la tête en mettant une perruque. Mais qu'est-ce que c'était une perruque? Un vrai balai. C'était une horreur. C'est pas grave. Maintenant, il achète une perruque qui lui coûte $5000. Ça s'appelle se moquer du monde. Après dire ça, je ne veux pas attirer l'attention. D'accord? Alors, il y a des tas de gens qui vont te dire que c'est un idéal. Il y a dans le texte, dans le Talmud, une déclaration. Je vais t'écouter. Il y a dans le Talmud une déclaration concernant un Talmid Chacham qui est allé faire une visite au Olam Haba. Quand il est revenu, on lui a posé la question, Rabbi Yoshua ben Levi. On lui a dit, qu'est-ce qu'il y a vu là-bas? Il a dit, j'ai vu le monde à l'envers. Ceux qui sont ici en bas, là-bas, ils sont en haut. Ceux qui sont ici en haut, là-bas, ils sont en bas. Alors il lui a dit, tu as vu le monde exactement tel qu'il doit l'être. Tu as compris? Il y a des gens il y a des gens pour qui la halakha, c'est un certain programme de C++. D'accord? C'est tout. C'est pas ça là, halakha. Un peu de sechet. Ok. Alors pourquoi la femme elle devrait cacher tous ses cheveux et pas son visage? C'est une affaire d'égoïsme des maris. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, si je lui paye de quoi couvrir les cheveux, au pire cas, ça va me coûter quelques centaines de dollars. Mais si je lui cache le visage aussi, je serai obligé de l'amener à l'hôpital tous les jours. Qu'est-ce que tu veux qu'elle rentre dans les piliers? Quelle année? Personnellement, quand j'ai étudié la Gemara, quand j'étais juste adolescent, peut-être la Gemara, il y a des passages qu'en dehors de la Gemara, ils auraient été assez choquants. Oui, ça, ils ont quelques aspects qui peuvent être appelés par certaines personnes, et ils le sont appelés quelquefois érotiques ou genre autres. D'accord? Ou pas se nourrir, mais là la réponse est très simple. Le Talmud n'a pas été rédigé pour tout juif. Ça, c'est encore une maladie du siècle. Et là, c'est bon côté, mais c'est une maladie. Je vais t'écouter. Le Talmud a été rédigé pour les Talmidei Chachamim. D'accord? Alors maintenant, il y a d'autres juifs qui veulent étudier maintenant avec le Schottenstein, n'importe quel imbécile peut lire n'importe quelle page. C'est pas une religion d'île. Et alors il est à la disposition de n'importe qui, c'est tout. Mais dans son essence, il a été rédigé pour Talmidei Chachamim. Et les Talmidei Chachamim sont obligés d'aborder les problèmes les plus délicats et les plus crus qui soient. Il ne s'agit pas ici d'écrire une scène problématique, il s'agit de savoir comment l'aborder. Quand la halakha dans Masechet Ketubot va traiter des rapports entre un homme et une femme, qu'est-ce qu'on doit l'un vis-à-vis de l'autre, qu'est-ce qui est interdit l'un vis-à-vis de l'autre, on est obligé quelquefois d'aborder des problèmes très délicats. Pourquoi? Si un d'entre eux vient se plaindre au Beddin, il faut trancher. Comment trancher si le problème n'a pas été abordé? D'accord? C'est pour ça qu'il est abordé. Mais ce n'est pas fait pour en parler à tout le monde. Jamais de ma vie, j'ai entendu un Talmid Chacham de parler. Tu sais, qu'est-ce que tu m'obliges à... Je vais t'écouter juste un peu. Un point important. Vous savez qu'il n'existe pas en hébreu de termes vulgaires, de mots... Comment on appelle ça? Gassim, milim gassim. Pardon? Des mots grossiers, ça n'existe pas en hébreu. C'est la seule langue au monde qui n'a pas de mots grossiers. Non seulement qui n'a pas de mots grossiers, elle ne comporte aucun terme pour désigner les endroits cachés du corps.
quand on veut parler de certains endroits du corps que nous cachons tous, que ce soit homme ou femme, on dit auto makom, cet endroit, l'endroit X, c'est tout. C'est important que vous sachiez ça. Qu'est-ce que c'est la vie juive? C'est une vie qui ne laisse pas la place à ce qui avilit l'être humain, mais uniquement à ce qui le rehausse, à ce qui fait de lui un personnage qui va aller plus dans la direction du sacré. C'est ça le comportement juif. Et toute la tsniout, elle est là pour nous orienter dans ce sens-là. Quelque chose qui va rehausser l'être humain, qui va rehausser son identité, et qui va faire que certaines choses restent dans certains cadres et pas ailleurs. Il y a de la même façon que certaines choses, on parle dans la famille, on n'en parlera pas dans la rue. Il y a certains comportements qu'on a dans la maison et pas ailleurs, etc. Et même à l'intérieur de la maison, il y a des choses qu'on fait dans un endroit, qu'on ne fait pas dans un autre, etc. Tout ça est pour donner une dimension fondamentale à l'être humain qui va aller toujours dans le sens d'une élévation. Une petite seconde, je t'en prie, il a posé une question avant. J'ai pas entendu. Le Shabbat, il y a un avis qu'il faut laisser juste un œil découvert à la fin. Non. Je sais pas de quoi tu parles. Parce que le Shabbat, c'est écrit, chaque nuit, on a le droit de maquiller une femme Shabbat, pour le kafol, pour les yeux. Non, mais ça, c'est pas lui cacher le visage. C'est sans lui cacher le visage. C'est le. Ça, c'est les jeunes filles qui vont m'aider les maquillages là autour de l'œil. Il ne s'agit pas de couvrir le visage. Ils mettaient du kachol autour de l'œil, mais c'était pour des raisons pour des raisons de brio, de santé. C'est même pas un maquillage, c'était pour des raisons de santé. Le kachol du Talmud, c'est pour des raisons de santé. Il n'y a pas de doute là-dessus, ne fais pas d'erreur. Il voulait une question avant, je t'en prie. Il avait dit que le Talmud, c'est pas fait pour tout le monde. Est-ce que ça voudrait dire que la religion juive, c'est une religion d'élite? Une religion quoi? D'élite. Dis-moi, tu es rentré au Technion sur la base de quoi? C'est pas encore. Tu sais comment on appelle ça en français? C'est QFD. On laisse pas rentrer n'importe qui au Technion. Et ça veut dire qu'on n'enseigne pas tout à n'importe qui. Deuxième point, même celui qui est rentré au Technion et finit Toar Rishon, il a un billet, Ken, ou billet, vous savez ce que c'est billet? Bour Amiti. Après, il a Toar Sheni. Est-ce que n'importe qui peut faire Toar Sheni? Non, il faut qu'il ait une certaine moyenne. S'il veut faire un doctorat, il faut qu'il ait une moyenne plus élevée. C'est normal dans tous les domaines. Il ne s'agit pas, c'est une religion qui concerne tout le monde, mais discuter des problèmes, tu laisses les spécialistes en discuter, comme dans tous les domaines du monde. Ok, là, il était avant toi. Non, bon, lui, il a parlé déjà 5 fois, vas-y. Non, je voulais demander, c'est quoi la mesure de cette limite dans le sens où, effectivement, il faut qu'il y ait des parties, enfin, il y a des choses privées qu'il faut cacher, mais en même temps, il faut que les gens se rendent compte, il faut que les gens y parlent. La limite, ça vient un peu en contre le social, en contre que les gens y discutent vraiment que ça s'arrête. Toute valeur est toujours un combat. Il n'existe pas de valeur qui n'exige pas de l'être humain un combat. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire où est-ce que ça s'arrête à partir de C'est pour ça qu'il y a des halakhot, jusqu'où je suis obligé, jusqu'où non, je ne suis pas obligé. Et c'est dépendant de milliers de facteurs. D'accord? Si tu vois prends une femme, puisque quelqu'un a soulevé, je ne sais pas, le monde oriental, quelque part, je ne me rappelle pas qui a soulevé, c'est toi. Dans le monde oriental, si une femme se promène dans le monde oriental, dans un accoutrement, même tsanoua européen, il ne faut pas qu'elle tombe à côté de Daesh. Tu es d'accord? Pourquoi? Pas seulement parce que c'est des bêtes sauvages, non, parce qu'ils ont des normes qui sont de loin, qui transcendent ça. À leurs yeux, transcendent. Je me parle du... D'accord? Ils exigent beaucoup plus, donc elle apparaîtra dans une société pareille comme quelqu'un qui va à l'encontre des valeurs. Alors, elle a problème. Donc il y a aussi un contexte social qui joue, il y a beaucoup de choses qui jouent.
D'accord? Dans la halakha juive, il y a des choses qui ont été fixées en fonction de la Torah avant tout, en fonction de tout ce qui a été marqué dans la Bible. Ken, tu connais l'affaire de Sota, etc. Qu'est-ce qu'on dit? Farah et Troshaïcha, il y a des choses jusqu'où ça va, jusqu'où on doit aller, qu'est-ce qu'on doit exiger. C'est une grande chokhma de dire ça oui et ça non. Il y a une chose qui est claire. Un point, je peux dire, toujours. Ce qui provoque un réveil de désir qui risque d'être problématique, alors on dit non. Non, c'est pas très vague. C'est pas très vague. Et rien ne peut. C'est pas un domaine où on peut couper les choses au couteau. Non, je parle pas de détails maintenant parce que je ne peux pas parler de détails. Tu sais, tu as étudié en Yeshiva, tu sais qu'il faut parler de chaque détail, Zeken, Zélo. C'est ça? Je vais donner un exemple comme ça crûment. Une mère qui allait son enfant, puis un acte dans sa maison, dans sa famille, tout à fait naturel, etc., il n'y a pas de problème. C'est ça? À partir du moment où elle fait ça devant un homme il ne peut pas rester insensible à ça. À partir du moment où il ne reste pas insensible, il y a problème. Donc, elle ne devra pas le faire devant un homme. C'est ça? Si tu laisses les hommes tordus, et ça, je fais exprès pour que les jeunes filles l'entendent, les hommes tordus parler, et ils seraient toujours contents qu'elles soient le moins habillées possible. D'accord? Mais ça, c'est le contraire du judaïsme. C'est l'antithèse du judaïsme. On espère plus de morale et plus de sacralité. D'accord? Bon, je crois qu'on va arrêter maintenant parce qu'il est tard. Vous êtes en... Toi, tu me vois tous les jours. Qu'est-ce que tu poses des questions ici? Ken? Et 4 salles pour laisser les tomates. Si c'est pour faire les cheveux pour la femme, c'est un problème sérieux. Pourquoi elle commence à partir du mariage? Non, c'est pas à partir du mariage, c'est de tout temps. Mais il y a certaines choses sur lesquelles elle a fermé les yeux. Parce que, je vous dis comme ça, que personne ne se fâche, parce que les Chachamim voulaient qu'elle puisse se marier. Si toute femme était avec les cheveux couverts en permanence, eh ben, elle aurait plus de problèmes à trouver un mari. Ça porte atteinte à son esthétique. Point final. Et qu'est-ce qu'un homme il commence à chercher dans une femme? Premier point, 90% minimum des hommes, qu'est-ce qu'ils cherchent d'abord? D'abord l'esthétique. Les valeurs humaines, c'est un détail. D'accord? Ça, c'est un problème en soi, mais c'est un problème à élucider. Le monde est fait comme ça, quand beaucoup l'a fait comme ça, il faudra aborder ça une fois de façon plus sérieuse. On a juste que touché un peu au problème pour essayer de vous expliquer qu'est-ce que c'est dans la conception juive la tznirout. C'est un comportement qui est là, qui va faire de nous des personnes qui seront le plus respectables possible, sachant garder leur valeur, leur identité, aller dans un sens qui fait progresser le monde et pas un sens qui va faire tout tourner vers un hédonisme. Profiter. Profiter de toujours un profit physique. J'ai l'habitude de dire aux jeunes gens comme vous, expliquez-moi comment quelqu'un qui est amoureux, fou, furieux d'une autre personne, d'un autre genre, attention, à notre époque, il faut préciser, après 6 mois, 1 an, il divorce. Racontez pas des bêtises, il n'y avait pas d'amour, c'est pas vrai. S'il y avait un sentiment véritable, on ne claque pas la porte après 6 mois, 1 an. Ça, on peut raconter à qui vous voulez, pas moi, ça passe pas chez moi. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la plupart des cas? Un amour physique, c'est tout. Et la Torah ne marche pas là-dedans. Un véritable amour, c'est quelque chose qui relève du plus profond de l'âme humaine. Après, il y a des relations physiques pour construire un monde, une vie, etc. C'est tout autre chose. C'est pas ça qui doit être la base. Les bonnes notions là. Je t'en prie, laisse-toi, tu me vois. C'est pas parce que ils sont plein semestre. Laisse un peu de suspense. C'est comme le film du dimanche à 5h de l'après-midi. Bonsoir à tout le monde.